Nous vous retrouvons, chers invités, pour la suite. Nous retrouvons également nos chers amis, toujours scotchés à travers le monde entier. Junior Laris, journaliste, consultant politique, Emmanuel Vivien Tomi, directeur de publication de Plume Libre, conseiller en communication politique, Élu Kamako, rédacteur en chef, le jeune rédacteur en chef de Togo Breaking News. On est maintenant à Dakar, au Sénégal. La coalition présidentielle Beno Bok Yakar obtient 82 sièges de députés, tandis que les coalitions d'opposition Yehui Askahu, menées entre autres par l'opposant Ousmane Sanko et Walou Sénégal de l'ancien président Abdoulaye Wade, remportent respectivement 56 et 24 sièges, soit 80 au total pour cette alliance, selon les résultats officiels provisoires de la Commission nationale de recensement des votes. Alors, il faut dire, lui, Kamako, on vous retrouve, ou bien Junior Laris, plutôt Junior, on vous retrouve donc, il y a également deux coalitions qui ont à peu près trois voix. C'est compliqué, très dur plutôt pour le président Macky Sall, qui est en perte de vitesse. Qui est en perte de vitesse et surtout aussi au niveau de la configuration de la carte politique du Sénégal qui est dans une forme de régénérescence parce que cette percée historique de l'opposition dans ces élections législatives note d'une montée d'une certaine élite jeune politique dans le pays, symbolisée par Ousmane Sonko, et aussi parce qu'il y a une sorte de rupture avec l'establishment politico-wolof, islamo-wolof qui avait au Sénégal, qui dominait le paysage politique du pays depuis le président Abdoulaye Wade. Et donc c'est une situation historique dans laquelle se trouve le Sénégal. Mais ça note d'une chose quand même pour ce pays d'Afrique francophone, c'est une avancée réelle de la démocratie. Ça montre une vitalité. Ça témoigne de la vitalité de la démocratie dans le pays de Macky Sall, parce que voir un parti de l'opposition être au coude à coude avec le parti au pouvoir, c'est presque inédit. Parler aussi de la grande perte de vitesse du parti au pouvoir de Macky Sall dans les zones urbaines et périurbaines, qui a vu les partis de l'opposition l'emporter. Ils sont passés de 125 sièges à 85. C'est une presque dégringolade. Aujourd'hui, c'est les petits partis qui seront faiseurs de rois dans cette histoire, avec le jeune journaliste qui s'est lancé récemment en politique. Je veux parler de Karim, qui est arrivé 4e à cette élection. Et donc, ces voix vont compter pour la suite de l'animation de cette assemblée. Maintenant, la grande question qui se pose au Sénégal, c'est de savoir comment jouer avec cette cohabitation forcée au président Macky Sall, qui est obligé de nommer un nouveau Premier ministre, de faire des concessions, de négocier avec l'opposition. Et c'est là où se trouve tout l'intérêt de cette élection législative, passer d'un stade de cohabitation pas vraiment réel à un stade de cohabitation réel pour cette politique sénégalaise. Maintenant, c'est aussi un jugement, pour terminer, c'est un jugement pour le président sénégalais Macky Sall, puisque les élections prochaines sont en février 2024. Et donc, c'est aussi un jugement d'avant-goût pour lui, qui a vu un peu sa politique s'effriter, notamment avec le mouvement lancé par Ousmane Sonko et ce qui s'en est suivi dans le pays. Alors, Lucas Bako, l'objectif fixé par l'opposition, on connaît cela, d'abord imposer la cohabitation, comme Junior l'a dit tout à l'heure au président Macky Sall, et puis tout faire pour pouvoir l'empêcher de briguer un mandat de plus. On en parle, et d'ailleurs l'opposition a battu campagne sur cette dernière proposition, empêcher le président, parce que jusqu'à présent il ne parle pas. Cela veut dire qu'il a forcément des intentions. Est-ce que vous pensez à cette cohabitation? Parce que j'ai eu un spécialiste du Sénégal aussi qui nous dit que la Constitution n'autorise pas forcément qu'on ait un Premier ministre de l'opposition, mais les débats seront un peu plus houleux au niveau de l'hémicycle. Oui, c'est pour d'ailleurs que je disais tout à l'heure, quand tu posais la question, je pense que tu as oublié un objectif principal. L'objectif phare aujourd'hui de cette opposition-là, c'est d'avoir la majorité au Parlement, c'est d'avoir la majorité parlementaire et pouvoir faire blocus au projet de loi ou bien aux ambitions, entre guillemets, démesurées du président sénégalais Macky Sall. Donc aujourd'hui, je pense que l'objectif, il est atteint. L'objectif, là, il est atteint parce que
c'est prouvé que ça s'est dit qu'aujourd'hui, ça ne se joue qu'avec 2 sièges. Il y a 2 sièges, en Ouais. fait, qui les départagent. Et c'est pour cela que je dis qu'il va falloir surveiller ces opposants-là qui font de la girouette, ces opposants qui sont des transhumants politiques, parce que jusque-là, rien n'est joué. Parce qu'il y a même des acteurs de l'opposition qui vont peut-être vouloir migrer vers le camp Précise, maquis. ouais. Donc il va falloir surveiller tout le monde comme de lait sur le feu pour pouvoir donner une chance à cette stratégie-là d'aboutir. Et donc tu disais qu'est-ce que la collaboration sera possible? Ça sera possible parce que c'est quelque chose qui a été travaillé, hein, travaillé longtemps et la stratégie là a été travaillée. C'est un travail de longue haleine avec en toile de fond bien avec comme chef de file de l'opposition un certain Sonko qui a été empêché mais n'a pas baissé les mains. Il a travaillé avec tout le monde, même avec ses ennemis d'hier, parce que pour une fois, il y a des opposants dans un pays africain qui se sont accordés sur l'essentiel, qui ont accordé leur violon sur l'intérêt général de la population. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, je pense que le plus dur, c'est ça. Le plus dur, c'est d'arriver à remporter ces législatives-là. Et ils l'ont fait. Et donc, désormais, la voie est balisée pour eux. Ils peuvent aller de l'avant. Et donc, tu le disais également, l'objectif second ou bien l'objectif accessoire aujourd'hui, c'est justement d'empêcher le président Macky Sall Macky à remplir pour un nouveau mandat. Et donc, je pense que la bataille, elle est gagnée aussi dans ce sens-là, parce que ce serait très difficile en fait pour cette opposition-là d'autoriser Macky Sall à pouvoir peut-être restituer la Constitution pour se présenter pour un nouveau mandat. Donc à tous les niveaux, dans tous les compartiments, je pense que c'est un coup de maître, pour ces opposants sénégalais et que l'avenir vraiment présage quelque chose de très bon pour eux. Alors, 3 autres députés sont issus de 3 petites coalitions. Alors, Emmanuel Vivien Tomi, vous êtes conseiller en communication politique. Cette partie nous intéresse. Les 3 députés-là, on se souvient, l'opposition avait dit que ces 3 députés étaient cooptés par le parti au pouvoir. Les députés ou bien les coalitions ont réagi. Nous sommes des opposants. Aujourd'hui, quand on leur pose la question, ils ne sont pas aussi clairs. En tant que conseiller en communication politique, est-ce que le président Macky Sall peut s'appuyer sur ces 3 députés, les acheter entre griffes pour pouvoir imposer tout au niveau de l'hémicycle? Vous savez que tout d'abord, quand on est politicien, au moment de la campagne électorale, il faut s'abstenir de tenir certains propos vis-à-vis de vos collègues. Ouais. Puisque demain, vous pouvez avoir besoin d'eux. Si on prend les oppositions en Afrique, on a l'habitude de se salir entre collègues, ce qui fait qu'il y a des moments, l'égoïsme prime, on a besoin de l'autre, mais on n'a pas le courage de l'approcher. Il n'est pas interdit, en fait, pour un député de se rallier de ce côté ou de l'autre. À la fin de chaque législative, l'Assemblée nationale a le droit de faire son règlement intérieur. Donc, il y a toujours un nouveau règlement intérieur qui définit, compte tenu de l'actualité, pour ne pas se répéter, les règles à suivre. Donc, aujourd'hui, d'ailleurs, si vous prenez par exemple la formation des groupes parlementaires, c'est dans ce règlement intérieur qu'on définit combien de députés il faudra avoir pour avoir un groupe parlementaire. Et ça tient compte des résultats et de la pluralité, par exemple, des partis politiques. Au Sénégal, aujourd'hui, le président Macky Sall est pratiquement dos au mur parce que son combat, c'était d'avoir une majorité à l'Assemblée et de pouvoir faire peut-être des réformes, changer la Constitution et pouvoir se présenter de nouveau. Mais aujourd'hui, avec ce résultat-là, même si on reste, ne serait-ce que sur les 82 et 80, c'est une majorité de blocage. Vous ne pouvez rien faire. Si vous voulez voter une loi, toute l'opposition sort de la salle. Vous ne pouvez pas voter, vous êtes obligé de négocier. Si on prend le poste de primature, par exemple, le poste de Premier ministre, il y a des concessions à faire. Même la formation du bureau de l'Assemblée nationale du Sénégal. Aujourd'hui, il revient aux opposants sénégalais de montrer leur maturité politique.
en approchant les trois, en leur faisant la cour, en leur disant, bon, on vous a offensé. Et la coalition au pouvoir aussi peut l'approcher. Oui, souvent, sûr. quand la coalition au pouvoir approche, on dit qu'ils sont achetés. Ça peut être aussi... On vous a offensé, mais comme vous-même, vous avez toujours réaffirmé que vous êtes de l'opposition, mais vous savez, c'est le moment. Et puis, il y a quelque chose qu'on ne doit pas perdre de vue. Ceux qui sont opposants aujourd'hui, c'est ceux qui étaient au pouvoir hier. Je crois qu'en Afrique, on l'oublie souvent. Et Abdoulaye Wade était au pouvoir. Et son parti, aujourd'hui, est dans l'opposition. Prenez le Burkina Faso. Ceux qui étaient, avant le coup d'État, ceux qui étaient avec Blaise Compaoré étaient devenus des opposants à Christian Kaboré. Et aujourd'hui, c'est toute une rotation. Donc, c'est important qu'on comprenne. Vous savez, il y a un président qui nous avait déçus. C'était le président Abdoulaye Wade. Wade, quelqu'un qui est resté dans l'opposition pendant plus de 30 ans, loin des joints, à part Jicris Olympio, du Togo. Ou encore Alpha Condé. Alpha Condé a fait 10 ans de plus. Encore en Guinée. Il a fait 40 ans. Qui est resté pendant des dizaines d'années dans l'opposition. Bousculé par les différents pouvoirs. Et il a fallu qu'on lui fasse un coup d'État. Et vous vous souvenez de ce que les militaires lui ont posé comme question? Monsieur le Président, personne ne vous a touché. On a touché aucun de vos cheveux, sachant très bien qu'il n'avait pas de cheveux sur la tête à ce moment. Non, plus sérieux, c'est pour dire qu'aujourd'hui au Sénégal, les résultats de ces législatives confortent la démocratie. Les jeux seront plus clairs. Maintenant, on verra ceux qui sont de vrais politiciens et de vrais démocrates. Les politiciens et on verra la maturité de l'opposition. Et le président Macky Sall est obligé de négocier. Pourquoi pas de déboucher aussi. On peut prendre des même dans les 80. Même dans les deux coalitions-là, on peut toujours prendre des députés et se rallier pour pouvoir au moins faire avancer certains tests. Il faudrait qu'en Afrique, on apprenne, quand on est opposant, à tenir sa langue lors de la campagne pour ne pas frustrer ses collègues dont on peut avoir besoin demain. Alors, Junior, parlant justement de coalition, il y a Wallu Sénégal, dirigé par l'ancien président, on parlait d'ailleurs de lui, Abdoulaye Wade. Alors, cette coalition a 24 députés. Le président, ou bien l'ancien président Abdoulaye Wade, est arrivé à la veille de ces élections. Cela veut dire qu'il pèse toujours sur la vie politique de ce pays. Bien sûr, il pèse. Et parlant d'Abdoulaye Wade, il y a aujourd'hui un parti qui va jouer aussi les arbitres dans ce jeu. C'est le parti de Pape Diop, qui était ancien président de l'Assemblée sénégalaise, ancien maire de Dakar, qui sous le régime Wade, qui aujourd'hui... tout porte à croire qui se ralliera à l'opposition. Et donc aujourd'hui, on voit clairement qu'il y a aussi le poids d'Abdoulaye Wade qui compte toujours dans l'échiquier politique sénégalais. Mais je voulais aussi rappeler une chose. Le fait qu'aujourd'hui, les partis, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir, sont obligés à faire la cour à ces petits partis qui sont devenus juges dans ce jeu, témoigne aussi d'un fait en Afrique, c'est l'absence du discours programmatique. Dans nos élections, il n'y a pas de l'importance qui est accordée au programme et à l'idéologie que prônent les partis. C'est soit parti au pouvoir, parti de l'opposition. Il y a une sorte de bipolarisation du jeu politique en Afrique. Alors que, normalement, à la fin des élections, on devrait être en mesure de savoir que ce parti est un parti islamo-wolof, ce parti est un parti progressiste, ce parti est un parti moderniste. Et donc, c'est aussi là où doit évoluer, vers où doit évoluer aussi la démocratie africaine. Mais les partis politiques te diront, nous avons nos programmes, nous avons... Des programmes qui ne vendent jamais. Sauf que ça ne répond... Des programmes que des citoyens ne lisent jamais. Non, sauf que ça ne répond... C'est aller chercher les programmes concrets. Ne me dites pas, prenons le cas du Togo, ne me dites pas que le parti uni n'a pas de programme. De disséminer le programme. Ne me dites pas que les partis d'opposition du Togo n'ont pas de programme. Peut-être qu'il y a un problème de communication mise en œuvre. Quelle est la stratégie de communication? On va se faire écouter. Le parti... Je vais revenir sur le cas du Togo puisqu'il en donne. Le parti UNIR a un programme. Je ne veux pas faire un parallèle, mais quand vous lisez le programme du parti UNIR,
on sait, on devine que c'est un parti qui est, pour faire comme un peu en France, c'est un parti qui est tourné vers la droite, c'est un parti républicain. Mais justement, on n'est pas obligé de se catégoriser comme en France. Normalement, on n'est pas obligé. on devrait. Les 7 présidents, les 7 candidats à l'élection présidentielle du Togo de 2020 avaient des programmes. Moi, ma rédaction a reçu le programme de tous les candidats. Je ne parle pas d'absence. Je ne parle pas d'absence de programme. Il y a plusieurs programmes. Mais moi, je ne vais pas catégoriser pour dire nous sommes de la gauche, nous sommes de la droite. Je donne un exemple. On va avancer. Ce que je dis, c'est qu'il y a absence de discours programmatique basé sur des idéologies claires. C'est ce que je dis. Je ne dis pas qu'il y a absence de vulgarisation. Je ne dis pas qu'il y a absence de programme. J'ai lu presque des partis qui sont allés aux élections. Il y a absence de vulgarisation du discours. Il y a absence de vulgarisation et il y a absence aussi de positionnement idéologique. Quel est l'avenir avant même de créer un parti politique, c'est que vous avez un positionnement politique. Si vous n'avez pas d'idéologie politique, vous ne pouvez pas créer votre idéologie politique en Afrique. Vos statuts déjà doivent définir l'idéologie politique en Afrique. Je dois vous citer, on va évoluer. Finir ici. L'idéologie politique en Afrique, pour me faire comprendre une bonne fois du tout, c'est que l'idéologie politique en Afrique... Non, je comprends, sauf que c'est pas réel. L'idéologie politique en Afrique, elle est encore embryonnaire. Je ne suis pas d'accord. C'est une insulte à l'intelligence des Africains. Rien n'est embryonnaire. On n'est pas obligé de se comparer à l'Europe. On n'est pas obligé de se comparer à l'Europe. Je ne suis pas en train de comparer à l'Europe. Ce que je dis, c'est que... tout sur leur modèle. Non. C'est pas sur leur modèle. Ce que je dis aujourd'hui, c'est de savoir que quand un parti comme l'UFC, je suis en train de donner, va prendre le pouvoir, d'être capable de deviner l'orientation politico-économique que prendra le Togo. Et c'est en fonction de ça qu'un citoyen peut aller peut-être voter. Que lui, il a déjà l'orientation parce qu'il est conseiller en communication politique du président de l'UFC. C'est le citoyen qui ne prend pas le temps de lire les programmes. Mais c'est pas un citoyen, c'est citoyen de lire. Moi, je vous donne l'exemple de la présidentielle de 2020. J'ai publié le discours programme de les candidats. On a toujours réclamé ici. Il revient aux acteurs politiques, il revient aux partis politiques de former leurs militants. On a toujours dit ici, on a toujours souhaité. Quand vous avez des problèmes que vous cachez et que vous ne les disséminez pas, comment est-ce que les gens sauront ce que vous avez à faire? Et c'est sur ce terrain qu'a perdu Macky Sall. Mais c'est les gens des médias aussi de vulgariser. Non, mais c'est pas, les médias ne sont pas là pour ça. Les médias sont là pour les médias ne sont pas des caisses de caisses de résonance des partis politiques. On ne demande pas une caisse de résonance, mais lors de la campagne présidentielle, chaque média devrait être capable de faire une analyse des programmes de gouvernement des candidats. Vous citez le Kabako, on doit avancer. Je vous fais cette parce qu'il en parle. C'est pas le débat, mais je suis obligé de faire ce détour-là. Parce qu'il en parle. En 2020, l'élection présidentielle de 2020, il y avait 7 candidats. Moi, je le dis toujours, c'est pas pour me glorifier, mais je faisais partie de ceux-là qui ont écrit sur les 7 candidats. Et je vous dis que ça n'a pas été facile pour moi d'avoir toutes les informations. Parce moi, j'ai eu tout ce qui tu appelles Solidaire, il te dit, donnez-moi votre programme de société, donnez-moi votre programme, il dit, je suis au funérailles. Ma grand-maman est décédée. L'embryonnaire dont je parle. Voilà, c'est de ça. C'est pour ça que je te donne raison. Au président non, mais c'est embryonnaire. On sait comment nos partis politiques ils se résument juste à la famille. Le parti politique se repose juste sur le insulte pour les formations politiques. C'est la réalité, c'est la réalité. Avant d'avoir une reconnaissance comme parti politique, vous devez avoir une configuration nationale. On va marquer la petite pause. On revient pour la loi.